Le dernier miracle de notre civilisation de progrès aura peut-être échappé à certains. Il faut donc en parler. Voici ce miracle. Un homme transgenre et son compagnon non-binaire ont dernièrement eu un enfant issu de la semence de vie d'une femme transgenre, mais mis au monde par l'homme transgenre du couple. Bien. Comme la pédagogie est l'art de la répétition, je réexplique, car moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Bis repetita, voici donc le miracle. Un homme transgenre et son compagnon non-binaire ont dernièrement eu un enfant issu de la semence de vie d'une femme transgenre, mais mis au monde par l'homme transgenre du couple. Bon. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris, mais je fais comme si. Donc, partons du principe que ce n'est pas très compliqué et que ce miracle évoque tout simplement la fin de la famille patriarcale construite sur l'hétérosexualité. Effectivement, ce n'est pas très compliqué. Si l'on souhaite en savoir plus et creuser ces pistes décoiffantes, il est toujours possible de se rendre sur le site Observatoire des transidentités afin d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, l'on y verra plus clair. L'on pourra découvrir tout un ensemble de sigles kabbalistiques, FT, FTM, MTF, qui ressemblent à des ondes de stations radio et qui sont censés ouvrir le chemin du bonheur aux individus ou aux personnes. Un mot masculin, individu, et un mot féminin, personne, comme ça, pas de jaloux. Qui s'en réclament. L'on pourra constater que tout ce qui est expliqué est brumeux et brouillardeux à souhait, comme le ciel d'Écosse en plein été. Car rien n'est jamais définitif dans le monde merveilleux de la non-binarité. Vous pouvez être un homme, être né avec des chromosomes XY, mais aimer les mini-jupes roses tout en vous faisant appeler Robert et épouser Jean-Luc, qui est une femme, et le lendemain troquer votre mascara pour de la mousse à raser. Les possibilités sont infinies. Infinies pour tomber dans la plus effrayante des déprimes, comme l'expliquent un certain nombre de personnes qui se sont amusées à ce petit jeu et qui crient désormais leur désespoir. Mais il est désormais trop tard pour eux. Les sorciers diaboliques qui les ont manipulés les ont fait tomber dans un piège aussi mortel qu'inextricable. Le monde normal va-t-il un jour se réveiller ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle, a récemment affirmé le président Macron à une présidente d'association. Nous avons bien entendu, nous avons bien lu, c'est sûr, pour Emmanuel Macron, c'est un problème que de croire que le père est forcément un mâle. Il faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour être sûr de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre. Oui, nous sommes sûrs et certains que nous comprenons que nous ne comprenons pas. N'y a-t-il pas un gros, un bon très très gros et gras problème chez celui qui exerce la fonction suprême à la tête de l'État pour oser tenir des propos d'une telle teneur à l'Élysée, le jour même où l'on célèbre la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une pareille négation du réel laisse pantois. Emmanuel Macron assume au dernier degré l'expression la plus extrême de la tristement célèbre théorie du genre. Par cette déclaration à la fois absurde, consternante et surtout dangereuse, Emmanuel Macron nous laisse apercevoir quelle est la nature de son anthropologie et de sa représentation du monde. Notre président vit dans un monde parallèle, profondément affranchi de tout ordre naturel, et il entend agir à sa guise, au mépris de toute règle et de toute norme, avec un mélange terrible de sentiments de toute puissance et d'amoralité.
Pour ceux qui en doutaient, il suffit de rappeler son parcours personnel. Est-ce quelque chose de banal que d'entamer, en tant que jeune adolescent, une liaison avec une femme de 25 ans de plus? Liaison qui, à ses débuts, faut-il le rappeler, tombait sous le coup de la loi. Est-il sain de construire sa vie sur une relation déséquilibrée avec la conscience assumée et revendiquée de former un couple qui n'aura pas d'enfant, non en raison d'un accident de la vie, mais à cause d'un choix plus que particulier? Le concert de louanges des médias sur le beau couple formé par Manuchon et Brichetounette, que l'on est en droit de ne pas trouver beau du tout d'ailleurs, ne doit pas nous faire oublier la vérité. Qui osera rappeler que le roi est nu ? Rien de tout cela n'est anodin et chacun perçoit confusément que la liberté sans limite est source de tous les maux. Quelle politique attendre de la part d'une telle personnalité qui a posé de tels choix ? Une politique déracinée, une politique du refus de la transmission, une politique déconnectée du réel. Ces dernières semaines nous en ont donné la triste illustration. Emmanuel Macron n'a pas de boussole intérieure, il ne peut avoir de cap pour la nation. Il navigue à vue, comme le montre sa gestion calamiteuse du dossier des retraites, une réforme fragile dont le Conseil d'État a pointé le caractère hâtif et mal pensé, tellement remaniée et adaptée qu'elle finit par être vidée de sa substance pour les quelques éléments qu'elle pouvait avoir de pertinents. Une déclaration comme celle d'Emmanuel Macron sur la paternité reconstruite doit nous rappeler l'importance de revenir toujours aux fondamentaux pour juger de l'action politique d'un homme. Et l'euthanasie du père, signé Macron, débouche bien logiquement sur l'euthanasie de la patrie, rassemblement de tous les pères. Père ou patrie, deux mots abolis par celui qui se prend pour un génie apatride, mondialiste, multiculturaliste. Si l'on juge un arbre à ses fruits, ce qui est bien naturel pour tous ceux qui vivent dans la réalité et non dans l'idéologie mortifèrement fumeuse, l'arbre Macron semble vraiment définitivement stérile. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Par la grâce du projet de réforme des retraites, nous entendons beaucoup parler des contrôleurs et des conducteurs de train ou de métro, mais beaucoup moins de certains secteurs de l'économie ô combien plus pénibles, plus difficiles, plus stressants que celui des contrôleurs ou conducteurs de train ou métro. Prenons l'exemple de cette catégorie de femmes souvent remarquables et souvent très dévouées que sont les infirmières. Notre pays en compte 640 000, dont 110 000 exercent une profession libérale. Lorsque les infirmières travaillent dans le secteur public, et notamment dans le secteur hospitalier, elles sont souvent assez proches de la crise de nerfs quand elles ne sont pas carrément dans le trou de la dépression. Les médias fourmillent de témoignages, tous aussi poignants les uns que les autres, comme celui de cette infirmière travaillant aux urgences d'un grand hôpital parisien. Matériel cassé, lits qui manquent, patients qui peuvent attendre 48 heures sur un chariot, dans un couloir à patienter justement avant qu'on essaie de s'occuper d'eux. Essayez de manger. Essayez de boire, essayez de se détendre un peu. Quand on est en service pendant d'interminables longues heures, cela relève du défi. En plus de tout cela, il faut essayer de rester aimable et de sourire. Alors on se débrouille, on bidouille. Parfois, la femme de service peut faire le travail de l'infirmière et l'infirmière peut faire le travail du médecin. Comme le dit souvent ma grand-mère, ben dis donc mon gars, c'est ben triste tout ça. Du côté du secteur privé, les infirmières ne sont pas mieux loties. Levées à 4 ou 5 heures du matin bien souvent, visite quotidienne à des dizaines de malades et une injection par-ci, un prélèvement de sang par-là et un pansement à changer et tout plein de choses avec tous les problèmes inhérents aux professions qui se déplacent. Trouver une place de stationnement, éviter les contraventions, j'en passe et des meilleures ou plutôt des moins bonnes.
avec, en plus de cela, l'amabilité, la gentillesse, l'empathie de rigueur envers des patients qui peuvent être ni aimables, ni gentils, ni empathiques. Avec souvent des week-ends de garde surchargés de travail et une bonne grosse paperasse à faire après les soins délivrés aux patients. En gros, comme en maigre, ces charmantes infirmières, absolument indispensables dans la chaîne de soins et qui jouent un rôle d'accompagnement absolument nécessaire auprès des malades qu'elles traitent, exercent une profession dont la pénibilité relève de la simple évidence. La pénibilité ? Le mot lui-même fait bien rire les contrôleurs et conducteurs de train et de métro. Un contrôle aléatoire par-ci par-là, pas très fatigant, des conduites bien normalisées et assez peu stressantes, même si la fin de leurs régimes spéciaux modifie l'âge de leur départ en retraite, leur journée de travail, bien moins longue que celle des infirmières, et bien plus souvent ponctuée de pauses café ou autres pauses, devrait leur permettre de tenir le choc. Du côté des infirmières, il est assez probable, en revanche, que la pénibilité de leur travail ne se réduise pas de sitôt. Et pourtant, s'il y a grève à l'avenir, ce sera davantage du côté des contrôleurs et autres conducteurs de train ou métro, bien dotés d'avantages sociaux divers et variés, que du côté des infirmières, bien dotées en pénibilité quotidienne de travail. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Pendant que le Sénat français, à majorité de droite, s'empresse d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour permettre l'instauration de la PMA pour toutes, nous assistons de l'autre côté de l'Atlantique à un bouleversement politique et moral absolument sans précédent. Le président américain Donald Trump a participé en personne fin janvier à une grande marche pour la vie à Washington. Il faut écarquiller les yeux, se pincer pour y croire, tant le signal est puissant. Peut-on imaginer pareille situation en France ? Non, cela ne peut même pas se concevoir. Comment envisager l'équivalent en France alors que chez nous, au même moment, un honnête préfet, Claude Darcourt, se fait rappeler à l'ordre par le ministre de l'Intérieur pour avoir osé exprimer publiquement que le vote de la PMA présente, je le cite, une rupture anthropologique majeure, ce qui n'est rien d'autre qu'un fait objectif et indubitable. Il a de la suite dans les idées, le Donald. En 2017, il envoyait à la Marche pour la vie Mike Pence, son vice-président, une première en la matière. En 2018, il y faisait un tour sur écran. En 2020, il s'y rend lui-même en chair et en os. À quelques mois des élections présidentielles, voilà ce qui s'appelle n'avoir pas froid aux yeux. En ligne de mire, l'abrogation possible du trop célèbre arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Roe, datant d'un demi-siècle, qui avait reconnu aux États-Unis le droit à l'avortement. Depuis, Jane Roe, pseudonyme de Norma McCovey, à l'origine du jugement, s'est convertie et est devenue militante pro-vie. Rien n'est impossible aux États-Unis, où règne, n'en déplaise aux esprits chagrins qui ont fait de l'anti-trumpisme l'un de leurs passe-temps favoris, une authentique liberté qui permet de tels revirements. La presse de gauche française vitupère, dénonce une insoutenable régression et y voit un odieux calcul électoraliste. C'est tellement plus simple que de s'imaginer que Trump puisse avoir des convictions. Et pourtant, le message politique est si fort qu'il dépasse très largement toute notion de stratégie politicienne. En se rendant à la marche pour la vie, Donald Trump redonne un sens au courage politique et témoigne du fait que rien n'est jamais écrit pour l'éternité en matière de mœurs, en matière de progrès sociétal. Et oui, le sens de l'histoire peut faire demi-tour, n'en déplaise aux progressistes libertaires de tout poil. Et dans ce cas, cette nouvelle direction donnée au sens de l'histoire est bien probablement le vrai sens de l'histoire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Chers amis téléspectateurs, vous souvenez-vous des Misérables ? Non, je ne parle pas du roman de Victor Hugo, bien sûr, ni de la belle formule de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, jugement de cour vous rendront blanc ou noir. Non, je ne parle pas de Victor Hugo ni de La Fontaine, mais de ce chef-d'œuvre du 7e art, paru récemment sur les écrans et qui avait ému aux larmes Manu et sa maman Bricheton sur le sort des banlieues, au point qu'ils ont dû tous les deux être réhydratés tant leur torrent de larmes les avait desséchés. Ce film, Les Misérables, avait donné des transes proches de l'extase mystique à tous nos grands prêtres de la culture de gauche. Jusqu'à ce que perce ici et là l'étrange vérité sur Lajli, le réalisateur du dit chef-d'œuvre. Ce monsieur, issu d'une immigration qui est à l'évidence une chance pour la France, a participé il y a 10 ans à une sympathique équipée de règlement de compte contre un homme accusé d'avoir serré d'un peu trop près la sœur d'un de ses amis, une femme mariée. Chose que la morale réprouve, certes, mais peut-être pas au point d'attraper le type en question et de le séquestrer dans un coffre de voiture après l'avoir arrosé d'essence. Heureusement pour lui, le serreur de femmes marié a réussi à prendre la poudre d'escampette et Lajli a écopé d'une condamnation pour séquestration et complicité de séquestration par le tribunal de Bobigny. Il faut ici, une fois n'est pas coutume, féliciter le tribunal de Bobigny qui a fait preuve d'une certaine fermeté dans cette affaire alors qu'il est généralement d'un laxisme gauchiste absolu. Là où le bas blesse, c'est qu'il apparaît qu'il est désormais interdit de s'offusquer du passé un peu chargé de notre cinéaste de génie. Tout comme il est interdit de supputer qu'il puisse y avoir un quelconque lien entre les origines et la croissance du cinéaste d'une part et le mode opératoire du règlement de compte d'autre part. Circulez, il n'y a rien à voir. Quand le cinéaste Polanski fait parler de lui, tout l'arsenal du MeToo et de la chasse au porc est mis en action. Dans le cas de Lajli, on minimise, on cache, on parle d'une erreur de jeunesse, peut-être même d'une fake news, une diffamation inventée par les médias de droite. Lajli a purgé sa peine, la page est tournée. Admettons. Cela dit, nous apprécierions qu'il fasse un peu moins la morale à tout le monde et on aimerait que les féministes de compétition s'expriment sur le sort qui a été fait à un homme coupable d'avoir séduit une jeune femme visiblement consentante. Le film de Lajli sera présenté dans les jours à venir à la cérémonie des Oscars, le moment le plus important de l'année après celui de la fête de la musique avec des rappeurs africains dans le palais de l'Élysée. Je suis prêt à parier 50 anciens francs que personne ne viendra troubler la cérémonie pour rappeler que le réalisateur nominé a été condamné pour complicité dans un crime accompli en tout bien tout honneur, en tout bien toute horreur. Pas de risque, il n'a fait que suivre la charia. Fermez le banc. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.